tout le monde. Merci de vous être connectés nombreux pour cette visioconférence. Il nous tenait à cœur de proposer quelque chose sur la relance et de faire un petit atelier sur le thème communiquer pour stimuler la relance. Je vais déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Bruno Valentin, je suis vice-président de l'UPE 06 et je suis également directeur associé d'une agence conseil en communication que j'ai créée en 1998 avec mon ami associé Ariel Morali, et l'agence s'appelle Paul Compagnie. Je vais être accompagné pour cette visio par Flora Desbrosses, que tout le monde connaît désormais, puisqu'elle a animé avec moi déjà quelques ateliers en présentiel, comme on dit aujourd'hui, ou par visio. Flora est consultante en social media et formatrice. Tu veux rajouter quelque chose, Flora, à cette présentation? Et puis, je serai accompagné également de l'ami Stéphane Spineux, qui est directeur de la régie de Nice Matin, directeur de la régie publicitaire de Nice Matin, et qui est un des grands experts médias de notre territoire, de la Côte d'Azur, puisque ça fait déjà quelques années qu'il sévit pour le groupe Nice Matin et qu'il s'occupe de faire de ce média, de ce mass média, en fait, un média publicitaire puissant et influent sur la Côte d'Azur. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose à ma présentation? Non, tu l'as fait mieux que moi, hein, comme toujours, donc je ne fais rien rajouter pour le moment. Merci, Bon. Bruno. Donc, les uns et les autres interviendront au fur et à mesure de cette présentation. Alors, bien évidemment, je vais prendre une petite précaution oratoire au préalable. Hein. On n'est pas dépositaire de la vérité, et la présentation qu'on va vous faire de ces 10 tendances sur lesquelles on vous conseille de vous appuyer pour relancer votre activité, ce sont à la fois des conseils de bon sens, et puis aussi qui sont étayés par l'étude un peu sociologique du monde d'hier et du monde d'aujourd'hui, en essayant d'esquisser les contours du monde de demain. On a encore, hein, je répète, on ne veut surtout pas vous asséner ces conseils de manière péremptoire, on veut juste évoquer ces tendances qui nous paraissent importantes. Elles nous paraissent importantes parce que la crise économique va probablement succéder à la crise sanitaire. Hein, ça, on n'a pas besoin d'avoir fait une thèse en économie politique pour le deviner. Elle risque de provoquer à la fois la baisse du pouvoir d'achat des ménages et un chômage de masse. Le gouvernement lui-même annonce déjà à relativement court terme 800 000 chômeurs de plus. Selon une étude Nielsen qui était publiée par Stratégie il y a 2 semaines, 46% des Français pensent que leur situation sera dégradée dans les 12 mois à venir. Leur situation économique, bien évidemment, sera dégradée dans les 12 mois à venir. Et cette anxiété des consommateurs va bien évidemment peser sur la demande. Alors, la communication publicitaire, ça a toujours été un levier majeur de la relance économique. Ça a été par sa capacité à stimuler la consommation, notamment. Et pour ceux qui ont regardé l'excellent reportage de Arte sur les années d'après-guerre, hein, de reconstruction en après-guerre et le plan Marshall, vous avez tous remarqué que la réclame avait été un des principaux leviers de relance après la guerre 39-45. Alors, pour relancer l'activité, il sera indispensable, hein, pour renouer avec l'activité, d'actionner ce levier puissant qui est la communication publicitaire et qui prend des quantités de formes, et c'est ce qu'on va évoquer tout au long de cette visio. Je finirai cette introduction avant de passer la parole à Stéphane en disant que 1 euro investi en communication génère en moyenne 7,4 €, crée 7,85 € de PIB.
Alors, si c'est juste Bruno Valentin qui vous le dit, vous pouvez toujours l'écouter et le cas échéant en sourire, mais là, c'était une étude de loi qui avait été réalisée en 2018 pour l'AACC, qui est l'Association des agences françaises de communication, et l'UDA, l'Union des annonceurs. Donc, on peut lui donner vraiment tout le crédit qu'elle mérite. Il va falloir absolument qu'on sache justement actionner ce levier et qu'on en profite. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? Juste, je vais être un petit peu le monsieur statistique de temps en temps de nos échanges. Non, juste pour étayer ce que tu dis, sur une des dernières études Kantar, donc très sérieuse, l'étude a révélé que la disparition on va dire entre guillemets, d'une entreprise dans le mode de la communication, une disparition de communication entraîne une perte de 40% de notoriété. Au bout de 6 mois de disparition d'une entreprise sur l'ensemble des canaux de communication possibles, c'est près de 40% de notoriété qui s'efface. Et quand on sait l'effort qu'il faut pour mettre en place cette notoriété-là, donc c'est très, très, très important. Et ça va être donc très important de maintenir un effort de communication. Voilà, c'était pour un petit peu renforcer ce que tu disais, qui était très juste. Alors, on va enchaîner par le premier point de cet exposé, la première tendance. Plus que jamais, le désir devra être le moteur de la consommation. La priorité des priorités, c'est de donner envie d'acheter, de donner envie de consommer. Donc, c'est une vérité intemporelle qu'il faut que les entreprises et les marques créent le désir, mais elle est d'autant plus forte que le shopping, les achats en magasin risquent d'être seulement utilitaires tant que le virus sera menaçant. On peut tous penser, même si ici on a la chance d'être dans une région qui est un peu moins impactée et qui a été un peu moins impactée par le virus que d'autres, on peut tous penser qu'on n'a pas envie d'aller traîner des heures dans un magasin enfermé alors que le virus rôde. Donc il faut vraiment prendre en compte cette tendance. Le temps passé en shopping sera réduit et donc le temps passé en rayon sera réduit également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs, ils vont procéder à des achats beaucoup plus utilitaires, ils vont aller en magasin en s'étant renseignés encore plus sur les produits ou les services qu'ils vont acheter, déjà qu'ils préparent ces achats au préalable, notamment online, eh bien, ils vont le faire encore plus, mais c'est en magasin que se prennent 2/3 des décisions d'achat. 65% des décisions d'achat, on sait qu'elles se prennent en magasin, même si on a préparé notre achat, même si on le sait, c'est en faisant du shopping et souvent en faisant du shopping loisir qu'on va décider d'acheter, qu'on va avoir le coup de cœur. Donc, il va falloir communiquer en amont pour faciliter ce shopping utilitaire auquel aspirent les consommateurs. Et pour ce faire, beaucoup de médias proximité seront pertinents. La presse quotidienne régionale, notamment la radio, qui est un média fortement créateur de trafic, l'affichage qui va accompagner les consommateurs jusqu'au centre-ville ou jusqu'aux zones commerciales, ce sont des médias qu'on pourra utiliser. Mais le digital devra être incontestablement un pilier fort des plans médias, car d'abord le digital, et je reviendrai après, a connu un essor très très important pendant la crise sanitaire, mais en plus de ça, parce que c'est en ligne que les achats se préparent. Et c'est justement ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Il va falloir préparer nos achats encore plus qu'avant, du moins il va falloir prendre en compte que les consommateurs préparent leurs achats encore plus qu'avant, ce qu'on appelle le ROPO, 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 Research Online et Purchase Offline. Donc c'est une mécanique qui est très connue des marketeurs. Et on sait que ce ROPO, il concerne 2/3 à 3/4 des acheteurs, suivant les études, mais on peut considérer qu'il concerne au moins 2/3 des acheteurs, c'est-à-dire que dès qu'on veut acheter, qu'on a une intention d'achat, eh bien, on passe par une recherche en ligne avant de se rendre en boutique. Donc, c'est quelque chose qui est très important, et on y reviendra, que d'intégrer le digital à ces plans médias et d'intégrer le fait que nos acheteurs vont être encore plus en recherche digitale qu'avant. Et puis, redonner envie d'acheter va aussi passer par la prise en compte de tendances émergentes que la crise sanitaire a accentuées. Ces tendances, elles ne sont pas nées de la crise sanitaire, ne nous y trompons pas, en tout cas la plupart d'entre elles,
Ce sont des tendances que l'on voit arriver depuis un certain temps, mais la crise sanitaire va les accentuer, va les rendre encore plus importantes et encore plus présentes dans l'esprit des consommateurs. Ces tendances, c'est le besoin encore plus important de services quand on achète physiquement. Hein. Si je fais l'effort de me déplacer, non pas d'acheter en ligne, eh bien, il faut qu'en face, j'ai du service, j'ai de l'expérience. Besoin de plus d'humanité, besoin de plus d'authenticité, de ce que les anglo-saxons appellent le care, hein, le soin, prendre soin du consommateur, la proximité, je disais, une priorité également donnée au local, et puis plus généralement un monde un peu moins égoïste, un monde un peu plus altruiste. Donc, c'était notre point numéro un, créer le désir. Et pour créer le désir, eh bien, la communication publicitaire, elle doit utiliser la créativité. Juste reviens, s'il te plaît, Flora, il y a quelque chose que je voulais absolument montrer. Il y a deux choses, oui, que j'ai illustrées parce que j'aime beaucoup j'ai oublié d'en parler, mais j'aime beaucoup la campagne Monoprix parce qu'elle est complètement dans l'air du temps. Monoprix, quand ils ont commencé à communiquer après la crise sanitaire, ils n'ont pas communiqué sur les règles sanitaires qui étaient appliquées dans leurs points de vente. Ils ont communiqué sur le bonheur, sur le bonheur de retrouver la ville, le bonheur de retrouver l'extérieur, le bonheur de retrouver le soleil. Et puis, voilà, on communique sur cette création de désir, recréer du désir, et non pas communiquer ni sur des produits, ni sur des couples prix-produits, ni sur des facilités d'achat ou de la sécurité d'achat. Et puis, un spot que j'ai sélectionné, je crois que c'était la page d'avant, Flora, si tu peux le déclencher, c'est la campagne de Jules que je vous laisse regarder, et je la trouve vraiment complètement dans l'air du temps et qui portant les valeurs que j'évoquais. Partir loin. Maintenant, c'est près des siens que l'on veut rester. Avant, on aimait se retrouver seul. Maintenant, on sait que c'est ensemble que l'on se sent le mieux. Hé, elle est où la distanciation sociale, là? Attends. C'est bon, ça. Comme ça. Parfait. Avant, notre vestiaire débordait. Maintenant, on s'habille mieux, avec moins peut-être. Il y a tout un nouveau quotidien à construire. Ensemble. Jour après jour. Men in progress. Jules. Voilà, merci Flora de ce coup de main. Donc, je trouve que sur ce clip, en quelques secondes, il porte quasiment toutes les valeurs que j'évoquais, en rajoutant cette aspiration à la fin d'une société de surconsommation. On a tous les ingrédients finalement d'un monde qui émerge, avec notamment le consommer mieux plutôt que le consommer plus. Alors, le désir, bien évidemment, comment on le crée, le désir? Eh bien, c'est souvent la créativité qui va être le levier qui va nous permettre d'attirer l'attention, d'interpeller, de susciter l'intérêt, donc d'amener d'amener le consommateur à acheter, de l'amener à l'action. Et c'est le point 2, le désir moteur de la consommation. Le point 2, oser la créativité. La créativité publicitaire, donc déjà, le premier point, alors c'est un pléonasme, mais la créativité, elle est incompatible avec la prudence. La prudence, par définition, moi, quand j'entends des clients qui me disent « mais je ne veux pas trop prendre de risques pour ma campagne », quand on ne prend pas de risques, eh bien, on a beaucoup moins de chances d'attirer l'attention. Pourquoi? Parce que la prudence, elle est synonyme de conformisme et elle limite la visibilité d'une campagne. Pour émerger, notamment dans un environnement publicitaire qui est encombré, hein, avec la multiplication des médias, la multiplication des messages, pour être vu, pour marquer des esprits, il va falloir privilégier l'audace à la sécurité parce que si on n'est pas vu, il n'y a pas de communication. Là encore, hein, votre campagne, si elle n'est pas vue, vous pouvez acheter toutes les pages que vous voulez dans Nice Matin, vous pouvez aller acheter tous les panneaux d'affichage que vous voulez sur la Côte d'Azur, eh bien, votre campagne, elle ne sera pas vue. Donc, il y a un moment où il faut que l'audace vous permette de vous démarquer. Et je reprends toujours une expression qui m'est devenue chère et que je tiens du directeur de la sécurité civile de la Côte d'Azur, pour qui on avait fait une campagne. Il m'avait dit prendre des risques, c'est différent de se mettre en danger. C'est deux choses différentes. Prendre des risques,
c'est ce qu'on fait tous les jours et ce que font tous les jours les chefs d'entreprise. Et en publicité, il faut prendre des risques. Ça ne veut pas dire se mettre en danger. Ça ne veut pas dire faire une campagne qui risque de vous revenir comme un boomerang dans la figure. Ça veut dire prendre des risques, être un peu audacieux finalement. Parce que sans idée forte, sans idée originale, sans idée décalée, vous n'avez aucune chance d'attirer l'attention. Se mettre en danger, c'est autre chose. Se mettre en danger, c'est prendre le risque de créer du bad buzz ou partir sur un axe qui ne corresponde ni aux valeurs de l'entreprise, ni aux valeurs de la marque. Et pour asseoir un peu mon propos, je vous rappelle qu'en temps normal, un consommateur est exposé en moyenne à 300 à 600 messages par jour. Sur ces 300 à 600 messages, il va en percevoir 30 à 80. Je dis percevoir. Et il y a une dizaine de messages maximum qui ont une chance d'être retenus, de marquer le consommateur. Donc, tout ça pour dire que là encore, si vous investissez de l'argent en communication, investissez-le de manière audacieuse, à la fois dans le choix des médias et dans le choix des messages, parce que sinon, vous risquez de passer, vous risquez de passer à côté de votre objectif. Et il y a quelque chose dont je suis persuadé, c'est que la relance, elle va profiter en premier lieu, comme toujours, à ceux qui investissent et à ceux qui font surtout à ceux qui font preuve d'audace. Troisième tendance et troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'accélération digitale. La crise sanitaire a fortement accéléré la transformation digitale. Pendant la période de confinement, on l'a tous vécu, de nombreuses personnes se sont converties au digital. Elles se sont converties au digital pour s'informer, elles se sont converties au digital pour commander, pour acheter, mais aussi pour apprendre. Elles ont accompagné leurs enfants qui faisaient l'école en ligne ou leurs petits-enfants. Elles se sont converties au digital pour obtenir leur autorisation de sortie pendant le confinement. Aussi pour consulter en télémédecine, ça a été le cas de beaucoup de seniors. Elles se sont connectées pour communiquer en famille. Hier, et je crois qu'il est en ligne là, il y a un de mes amis qui me disait qu'il avait fêté en visio Zoom les 100 ans de sa maman, de sa vieille mais en pleine forme maman. Et puis, on s'est connecté aussi pour partager, pour rendre compte, pour partager. Jamais, là encore, dans l'histoire récente de la transformation digitale, les choses n'auront été aussi… 22% des Français disent s'être nouvellement convertis selon une étude qu'a fait au niveau européen la start-up Cameloun. Et même des secteurs inattendus comme l'immobilier, je ne sais pas s'il y a des gens de l'immobilier qui sont en ligne, mais le digital a pris la main pendant le confinement avec des visites virtuelles, avec des mises en enchères en ligne. Et on est sur une tendance qui est une tendance forte et qui risque de perdurer, notamment l'école en ligne, le télétravail, les achats alimentaires qui ont cru de manière très importante pendant la période du confinement, alors que c'était sans doute un des parents pauvres du e-commerce, l'alimentaire, la télémédecine aussi, qui a de l'avenir. Et François Forcioli-Conti, qui est le président de l'Hippodrome de la Côte d'Azur, et j'ai vu qu'il était en ligne, me confiait aussi il y a quelque temps que le PMU avait multiplié par 2 depuis la reprise de l'activité son chiffre d'affaires en ligne. Donc, on est sur des tendances qui sont très fortes. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Oui, je peux ajouter là aussi, je vais vous donner quelques statistiques. D'abord, bon, bien évidemment, tout le monde a conscience de cette accélération digitale, notamment au niveau du particulier, et ça s'est révélé pendant la crise. Donc, il y a une augmentation des fréquentations des sites, de la pratique digitale qui est exponentielle. En revanche, ce qu'on voit moins, c'est l'écart qu'il y a de maturité avec l'ensemble des PME du territoire et on va dire des acteurs professionnels. Il y a un écart qui est très, très important. Et donc, je pense qu'on a devant nous à la fois, je vais vous donner des statistiques qui font un peu froid dans le dos, mais en même temps, ça donne l'idée du chantier devant nous pour justement que cette digitalisation, elle s'opère des deux côtés, en fait, entre les cherchants et ceux qui proposent quelque chose.
Donc, je vais vous donner une étude très sérieuse du cabinet YouGov, pour ceux qui connaissent, couplée avec Google, qui a été faite donc l'année dernière et qui était une étude sur la préoccupation des PME françaises pour 2020. Cette étude elle révèle que seulement 30% des PME sont équipées d'un site Internet. C'est pour ça que quand je vous dis que ces statistiques font assez froid dans le dos, on en est là. Et parmi celles qui le sont, 16% seulement a un site e-commerce. Quand on sait l'importance que ça a pris dans les mouvements de crise qu'on vient de connaître. Donc, c'est une statistique qui est vraiment frappante. Et quand on met, parallèlement à ça, quand on met les consommateurs, aujourd'hui, c'est 85% des Français qui achètent en ligne, dont 40% qui ont déclaré très récemment avoir augmenté leur achat en ligne. Donc, il y a à peu près l'ensemble de la population française qui achète en ligne, 8 sur 10. Et face à ça, on a 16% des patrons français qui sont capables de fournir des choses en e-commerce. Donc, il y a un écart colossal. Quand on sort, bien évidemment, des GAFA et des gens qui font ça très, très bien, il y a un écart colossal entre le tissu économique français des PME et des attentes des consommateurs. Donc là, il y a un enjeu qui est très, très fort. Et on sait également qu'une PME aujourd'hui qui a un site de e-commerce, donc qui travaille sur les deux canaux, à la fois en store et à la fois en e-commerce, augmente ses chances de croissance de 2,2%. Donc c'est très, très fort. Donc, je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui pour toutes nos entreprises locales de faire un diagnostic des outils numériques, d'essayer de faire une expertise du marketing digital quand c'est possible, puis de se former, bien évidemment, au vu de pouvoir progresser sur ces canaux. Et Flora en parlera peut-être mieux que moi derrière, mais il y a tout un aspect brand content à travailler de plus en plus, bien évidemment. Produire du contenu ou s'en faire produire, peu importe, pour pouvoir le publier aux bons endroits, au bon moment, aux bonnes personnes, et pour sortir un peu du bruit, bien évidemment, ambiant, et pour travailler son e-réputation, son community management, et puis se référencer correctement. Tout ça dans un écosystème global, digital, qui peut permettre à nos PME d'exister correctement et de répondre aux attentes du consommateur qui, comme tu le disais Bruno tout à l'heure, commencent à avoir des comportements différents. Ils sont prêts à acheter en ligne, mais sous certaines conditions, sous certaines valeurs et dans un certain dialogue avec les gens qui sont derrière. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie-là. Flora, tu veux rajouter? Non, c'est bon. Je pense que je vais prendre le mot social media pour enchaîner sur la suite. Exactement. Puisqu'en effet, comme l'a très justement dit Stéphane, les médias sociaux peuvent être un véritable levier d'acquisition de notoriété, mais également de vente. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à découvrir les nouvelles fonctionnalités d'un tout nouveau service que propose Facebook depuis quelques jours seulement, qui s'appelle Facebook Shops. Alors, ça va au-delà de la boutique Facebook qui était juste une possibilité pour vous de faire cliquer vos fans vers une fiche produit pour ensuite arriver sur votre site e-commerce. Et bien là, c'est en réalité pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas développer de site e-commerce. Et quand on entend les chiffres assez hallucinants que tu viens de donner, Stéphane, ça peut être pour faciliter justement la possibilité d'accès à ce fameux e-shop. Et bien Facebook offre la possibilité aux commerçants de mettre en ligne leurs produits et de gérer jusqu'à le paiement en ligne directement. Donc, je vous invite à regarder ça. La deuxième fonctionnalité Facebook, qui n'est pas si nouvelle, mais cependant qui nécessite absolument que vous creusiez le sujet, c'est ce qu'on appelle le Creator Studio. Donc, vous y aurez accès depuis votre page Facebook professionnelle. Vous y aurez également accès depuis votre mobile. Il vous permet en particulier de préparer donc vos publications, de les planifier, mais bien au-delà de ça, il vous permet également de faire des montages vidéo avec des musiques libres de droit. Et un autre avantage, c'est que vous pouvez programmer vos publications pour Instagram. Voilà, donc c'est vraiment une fonctionnalité Creator Studio. Il n'en fait pas forcément la promotion, mais c'est à l'intérieur même de Facebook, donc c'est le moment de l'utiliser. Deux autres nouveautés qui sont importantes de souligner, donc c'est la possibilité d'enregistrer les lives
vidéos que vous réalisez sur IGTV. Alors, pour celles et ceux qui sont moins coutumiers d'Instagram, donc Instagram, aujourd'hui, quand vous voulez publier dans le fil d'actualité une vidéo, son maximum, c'est 1 minute. Alors que si vous faites une vidéo en story, eh bien, vous pouvez dépasser ce temps. Et donc, la possibilité aujourd'hui est rajoutée pour enregistrer tout simplement vos lives pour qu'ils soient regardés en replay. Et la deuxième autre nouveauté, c'est qu'on peut enfin les visionner sur l'ordinateur. Enfin, la deuxième nouveauté que j'ai sélectionnée pour vous, c'est la possibilité de créer vos propres filtres Instagram pour booster votre communauté. Alors, ça sera pour les plus créatifs d'entre nous, puisqu'il faudra se rendre sur Sparks AR Studio sur l'ordinateur et pouvoir donc créer peut-être un filtre dédié à votre business, avec votre logo, avec un élément qui est très, très représentatif de votre entreprise. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à tester également cette fonctionnalité. 2 autres fonctionnalités, cette fois-ci sur LinkedIn. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont un profil professionnel sur ce réseau social. Donc, vous pouvez maintenant faire des sondages sur LinkedIn. Donc, pour y accéder, rien de plus simple. Quand vous êtes sur l'accueil de LinkedIn, vous allez pour rédiger un post. Eh bien, vous cliquez sur plus et vous aurez la possibilité de faire un sondage. C'est écrit. Faire un sondage. Et donc, vous pourrez faire comme Frédéric Canvet. Donc, poser une question et proposer jusqu'à 4 possibilités de réponse. Et enfin, la nouvelle fonctionnalité que j'attends avec impatience, moi aussi, c'est le live LinkedIn. Donc, depuis déjà 6 mois, on peut créer des événements LinkedIn comme on le ferait sur Facebook. Mais maintenant, on pourra également lancer des lives. Alors, aux États-Unis, il y en a déjà plein qui ont accès. Mais nous, en France, la fonctionnalité se fait encore attendre. Donc, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Autre fonctionnalité forte intéressante pour les plus tweetos d'entre nous, donc c'est la possibilité de programmer vos tweets. Donc la même chose que de programmer vos posts sur Facebook, et bien là c'est la possibilité de programmer vos tweets directement sur twitter.com. Attention, la fonctionnalité n'est pas encore disponible sur le mobile. Enfin, je ne peux que vous inciter à créer vos propres Twitter Cards. Donc les Twitter Cards normalement sont réservés aux tweets sponsorisés, sous-entendu que vous devez faire de la pub pour y accéder. Mais depuis peu, ils ont vraiment facilité la création donc, de ces photos cliquables. Vous voyez là, pour annoncer cet événement, eh bien, j'avais pu rendre cliquable la photo avec mon amie Oriana, avec un call to action. Inscrivez-vous pour inciter au clic, donc vraiment inciter le visiteur à s'inscrire à l'événement. Donc là, vraiment, si certains d'entre vous sont intéressés pour avoir le tuto, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Et enfin, donc… la question que tout le monde se pose. Voilà, le réseau social TikTok qui a énormément fait parler de lui pendant le confinement. Il a gagné près d'1 million d'utilisateurs en France entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc là, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que même si je sais que la plupart des sociétés présentes aujourd'hui n'ont pas pour vocation à s'adresser à la génération des tout-petits, puisque les utilisateurs de TikTok sont quand même en moyenne entre 14 et 25 ans. Cependant, de plus en plus de boîtes se mettent sur TikTok pour travailler leur marque employeur et également donner une image beaucoup plus dynamique et jeune encore. Donc, c'est vraiment passer un cap que de mettre son entreprise sur TikTok. Donc, Laura, 14-25 ans, ce n'est pas les tout petits. Hein? Ben, 14, oui. 14, c'est tout petit. Mais 25, ce sont ceux qui veulent tester la plateforme. Et donc, on a vraiment les 2 communautés et surtout les contenus qui sont proposés sont souvent très différents. On va avoir des challenges musicaux sur TikTok et puis des challenges plus de blagues ou du tutoriel, par exemple, ou de la magie pour les plus âgés d'entre eux. Voilà, comme ça, je mets d'accord tout le monde. Et enfin, WhatsApp Business. Alors, WhatsApp Business, beaucoup pensent qu'il est payant. Or, pas du tout. Si vous utilisez aujourd'hui un 04 ou un 06 pour gérer votre service client, par exemple, ou en tout cas votre numéro professionnel, vous pouvez convertir votre compte WhatsApp classique, avec qui vous parlez, avec vos contacts professionnels, mais également la famille, et vous pourrez le lier à votre page Facebook. Ce qui fait que vos conversations, eh bien, les personnes qui conversent avec vous pourront accéder directement aux informations de base de votre page Facebook. Tout ça est lié, étant donné que WhatsApp est maintenant un produit Facebook. Donc, creusez également le sujet. Ça peut être vraiment un moyen de gérer encore une fois différemment
la prise de contact avec vos prospects, vos clients et répondre de façon beaucoup plus fluide sur des outils qu'ils maîtrisent déjà. Voilà. Donc, je peux que vous inciter à tester toutes ces nouveautés. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? Non, là-dessus, non. C'est bon. Ouais, non, c'est bon. Alors, on va passer au point suivant, donc le 5e point. Less is more. Alors, je suis ravi d'enchaîner parce que, bien évidemment, exister sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Le tout, c'est d'exister intelligemment et surtout d'arrêter de produire des contenus tous azimuts, notamment pour les nourrir, parce qu'on a l'impression qu'il faut absolument occuper l'espace. Alors, là encore, le tout est une question d'équilibre. Il faut, bien évidemment, produire suffisamment de contenu pour garder sa communauté, l'intéresser, échanger avec elle. Et puis, il faut éviter de trop en produire et surtout des contenus de mauvaise qualité ou parce qu'on a vite fait après de tomber soit dans le fake, soit dans le message sans aucun intérêt, qui risque de lasser la communauté et voire de perdre des suiveurs. Donc, les entreprises, je le dis et le répète, doivent être très attentives à la manière de s'adresser à leurs clients, dans le contenu comme dans le ton, notamment en prenant en compte les nouvelles attentes de ces clients que j'évoquais tout à l'heure et leur nouveau comportement d'achat. Alors, attention, là encore, le trop est l'ennemi du bien, comme le mieux peut l'être aussi. Il faut surtout, avant de publier un message, s'interroger sur sa pertinence, questionner son sens, et puis tenter d'évaluer son impact. En d'autres termes, ce que je conseille toujours, c'est de parler moins, de parler mieux et surtout de parler utile. Et puis, puisque les médias sont des médias, ils doivent aussi avoir vocation d'informer, certes, mais aussi de divertir. Stéphane, tu voulais ajouter, oui. Laura, parce que je suis sûr que tu vas me parler de SEO. Oui, alors juste, il y avait ce petit point-là, en effet, en deuxième ligne, qui était de dire que même si il faut écouter les conseils de Bruno en disant qu'on arrête de produire des contenus tout azimut pour nourrir les médias sociaux, mais ça ne signifie pas que sur vos sites Internet, il est encore nécessaire d'en produire pour votre référencement naturel. Voilà, toutes les occasions de prise de parole ne sont peut-être pas les bonnes, mais en tout cas, pensez toujours à Google pour que, même si vous êtes en concurrence avec d'autres sites Internet similaires aux vôtres, eh bien, vous soyez toujours au top dans les résultats de recherche. Voilà. Et Stéphane, maintenant, c'est à toi. Oui, juste un petit mot là-dessus, c'est vraiment très important. En fait, cette tendance du less is more, elle ne date pas de la crise. C'est vraiment antérieur à ça. C'est un mouvement qui est une lame de fond qui est assez profonde, qui est sociétale et parfois même philosophique, et qui emmène progressivement le comportement on va dire des consommateurs vers un autre mode de consommation, un autre mode de pensée, un autre mode de communication entre les uns et les autres. Et ça, c'est pas la crise la crise l'a révélé un petit peu, mais ça remonte, c'est plus loin dans le temps. Alors, par rapport à ça, effectivement, ce que disait Bruno, c'est très, très important au niveau de la communication. Déjà, c'est très, très difficile. Il faut savoir que c'est un sujet ultra sensible et que même les plus grands acteurs de communication aujourd'hui, les plus grosses agences, sont dans une extrême difficulté pour trouver le bon curseur. Les marques se cherchent, il faut le savoir, ce n'est pas parce que ce mouvement se met en place que d'un coup les marques sont devenues extrêmement vertueuses, etc. et ont besoin de le communiquer. Donc au départ, elles ont forcé le trait et puis petit à petit, ça commence à se régler de plus en plus et il y a une rencontre de plus en plus vraie qui peut s'opérer. Donc c'est une question qui est excessivement difficile. Voilà. Alors au niveau local, quels sont les enjeux pour, on va dire, pour une PME locale ou un acteur local? Effectivement, il faudra prendre conscience aussi de ça, prendre conscience que le consommateur, il a énormément changé et il attend autre chose aujourd'hui. Et toutes on va dire, les dernières études montrent que les attentes, elles sont
elle se rapproche de valeurs essentielles, de choses, on va dire, très safe. Et donc, il faudra que la communication soit orientée autour de ça. Je vais vous donner encore quelques statistiques pour essayer d'appuyer mes propos. Dans le dernier baromètre de l'étude Kantar, l'étude Kantar, c'est une référence sur le marché, 62% des Français donc déjà affirment que la crise impactera leur comportement d'achat. Donc, on est sur 6-7 Français sur 10 qui donnent cette information-là. Et à la question « Qu'attendez-vous des marques ?» Donc, qu'attendez-vous des marques, c'est aussi qu'attendez-vous on va dire, d'une PME ou d'un commerçant. Tout ça, ça peut se déplacer. Mais à la question « Qu'attendez-vous des marques ?» 67% répondent de relocaliser la production. Donc, c'est une attente forte qui dit quelque chose de fort. 62% de s'appuyer sur les fournisseurs locaux et pour 59% de protéger les clients et les employés. Donc, ce qui est aujourd'hui primordial pour un consommateur ne s'opère pas au niveau du produit ou du prix, forcément, mais va s'opérer autour de valeurs essentielles. Donc, les acteurs économiques qui seront en capacité de répondre à ce niveau-là pourront derrière, bien évidemment, proposer leurs produits au meilleur prix, avec la meilleure technologie, etc. Mais avant ça, se posera des questions autour des valeurs essentielles. Voilà ce que je voulais dire sur le less is more. C'est très, très important, une question qui est très, très difficile. Alors, ça me permet d'enchaîner avec la PQR, qui est vraiment ton domaine de compétences. La PQR en plein dynamisme. Alors, je voudrais déjà faire un petit préambule, c'est que la crise sanitaire a permis de réconcilier les Français avec la presse. Et ça, c'est d'une manière générale, les Français toutes les études nous le montrent, ont retrouvé confiance dans la presse. Et les comportements d'ailleurs de consommation de la presse ont changé avec notamment l'accélération digitale, je vais y revenir. Donc, la presse aujourd'hui a regagné cette confiance et c'est un média qui est un média bien évidemment très intéressant, que ce soit en B2C ou en B2B, à utiliser parce que c'est un média aussi qui nous permet de nous tenir au courant au jour le jour dans cette période de déconfinement. Certains, je connais des quotidiens justement qui font comme un espèce de compte c'est pas le contraire du compte à rebours, ça serait quoi du compte les jours d'après. Et la PQR en fait partie. La PQR, c'est un média de très forte proximité qui a la confiance de ses lecteurs, qui était à leur côté dans la vie de tous les jours. Et d'une manière générale, je disais, la presse écrite assure recréer du lien avec ses lecteurs. Et peut-être que la PQR, parmi tous les supports, est celui qui en a le plus en recréé. Elle a fait preuve de dynamisme pendant le confinement, elle a fait preuve d'innovation avec de nombreuses initiatives, des offres gratuites au numérique dans un premier temps, des conseils, des jeux, des recettes, même des playlists parfois. L'audience digitale a été multipliée par 2,5 certaines semaines, donc l'audience en ligne. Les abonnements print ont doublé d'une manière générale, ce sont des statistiques au niveau de la France entière, ça, et les abonnements numériques ont, eux, explosé. Au total, près de 4 millions de foyers, ce n'est pas rien, 4 millions de foyers français ont souscrit sur cette période de crise sanitaire un nouvel abonnement PQR. Alors, je voulais faire ce petit préambule parce que, en tant que publicitaire, aujourd'hui, je recommande vraiment la PQR comme média de proximité, y compris pour des campagnes nationales, en utilisant les titres régionaux parce qu'ils ont gardé vraiment leur audience et leur puissance auprès des différentes cibles. Mais je vais laisser la parole à Stéphane, qui est quand même le spécialiste du sujet, en ajoutant quand même
une donnée qui est importante, c'est que cette presse quotidienne, cette presse régionale, hein, d'ailleurs qu'elle soit quotidienne ou pas, cette presse de proximité, elle véhicule des valeurs très actuelles, justement la proximité locale, l'authenticité et même souvent le besoin de sens, parce que c'est plus facile finalement de créer du sens quand on est en proximité. Et les valeurs qui sont véhiculées, qu'elle véhicule hein, par son existence même, ce sont des valeurs qui sont complètement cohérentes avec celles que j'évoquais en début de visio, qui sont les nouvelles valeurs auxquelles aspirent les citoyens consommateurs. Stéphane. Tu as extrêmement bien résumé la situation, vraiment Bruno. Bon, je vais essayer de prendre de la hauteur par rapport à ma casquette habituelle. Hein. Je ne veux pas vous faire de la retape avec ni vous vendre ni ce matin, mais tout ce qu'a dit Bruno est extrêmement vrai, extrêmement fort. Donc, la PQR en France, hein, je vais le prendre au niveau général, c'est vraiment un média qui est basé sur des valeurs extrêmement puissantes, qui sont des valeurs de proximité et des valeurs qui induisent d'autres valeurs, puisque les valeurs de proximité sont des valeurs d'ancrage, des valeurs du réel, des valeurs du durable. Et toutes ces valeurs-là, elles sont transportées par la PQR. Alors, certes, encore la crise a révélé encore plus tout ça. Tu disais, Bruno, des croissances de 2,5, c'est même un peu plus fort que ça, puisqu'on nous avons fait des bonds, notamment au niveau des consultations digitales, absolument de 400%, qui sont extraordinaires. Donc, la crise a renforcé tout ça, mais ces valeurs-là, elles sont l'essence de la PQR, elles sont à l'origine de la PQR. Aujourd'hui, on sait que 92% des Français, hein, de toute façon, s'informent chaque jour dans le combo TV-PQR. Donc, c'est vraiment ancré dans notre culture. Donc, ça, c'est très important. Si je me mets sous l'angle maintenant de la publicité, qu'est-ce qui s'est passé? La PQR, il y a, on va dire, 20 ans, 25 ans en arrière, c'était un média, c'était ce qu'on appelait un mass média, comme la télévision. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, c'est plus un mass média, parce que on va dire la diffusion a baissé, etc. Mais c'est un média qui a gagné en audience et en qualité d'audience, à travers toutes ces valeurs que l'on évoquait. Et je vais vous donner 3 exemples qui sont révélateurs, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons subi un creux terrible juste après 2008, au moment de la crise financière en 2008. La presse a perdu, donc bien évidemment, des ventes, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Elle avait perdu son crédit, on va dire, de notoriété auprès des agences de com. Parce qu'il y a aussi dans ce métier-là beaucoup de phénomènes de mode et beaucoup de gens qui travaillent autour de ça et qui cherchent les nouveaux médias, les médias de demain, etc., etc., etc. Et donc, la presse avait été délaissée par les agences de com et, in fine, par les annonceurs et le monde économique qui communiquaient avec d'autres moyens. Et puis, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors, les choses commencent à changer en 2017, 2018, ça commence vraiment à rebouger. Et puis, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous donner 3 exemples, dont le premier est le plus fort. On est donc en juin 2019 et je reçois une alerte de notre agence parisienne. On a une agence à Paris en fait, qui commercialise l'ensemble de la presse quotidienne régionale en France. Donc, les 66 quotidiens régionaux en France sont gérés par une agence à Paris qui gère les grandes marques et les acteurs nationaux, voire internationaux. Et je reçois un appel d'un homologue à Paris, donc il me dit c'est confidentiel, je vais t'envoyer le plan de communication de Netflix pour la Casa de Papel, la saison 3. Et là, je pense qu'il me fait une grosse blague parce que Netflix dans la presse, pour moi, c'était de la science-fiction. On était aux antipodes. Et je reçois vraiment la notification de tout ça. En fait, Netflix choisit en 2019 en Europe de s'adresser donc à ses clients ou futurs clients
par l'intermédiaire de la PQR et en font l'axe central de communication du lancement de la saison 3 de la Casa de Papel. Et ils réservent les DER de chaque journaux en France, des 66 journaux le même jour, en faisant un teasing extraordinaire, en mettant une photo de la Casa de Papel, etc. Bon, pour ceux qui l'ont vu, j'espère que ça a marqué les esprits. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça? Ils sont conseillés par les plus grandes agences de communication au monde. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là, quand même? C'est quand même excessivement fort. Ils sont conseillés par les meilleures agences au monde et tout d'un coup, ils sont un média, ils ne viennent pas chercher l'audience. Il y a 167 millions d'abonnés Netflix au monde. Donc, ils sont à eux tout seuls un média, mais bien plus puissant que la PQR en France et ailleurs. Donc, ils ne viennent pas chercher de l'audience. En faisant ce choix-là, ils viennent chercher quelque chose de beaucoup plus profond. Ils viennent chercher une relation intime avec leurs futurs clients. Ils n'annoncent pas ils font pas une promotion traditionnelle sur les réseaux sociaux avec des choses excessivement originales comme ils peuvent faire, etc. Ils viennent pas ça. Ils prennent ce média-là, ils l'utilisent de façon classique parce qu'ils veulent toucher les gens dans leur intimité, dans la proximité, dans cette ultra proximité, parce que dans les mois qui suivent, ils vont être concurrencés par la sortie de la plateforme de Disney, par des tas de choses, et que la différence, ils veulent la faire en profondeur. Ils veulent capter leurs clients là, à ce moment-là et les garder et instaurer un dialogue d'ultra proximité avec leurs futurs clients. Voilà pourquoi ils choisissent ce média-là. Et qu'est-ce qui se passe derrière ça? On reçoit, quelques mois après, je reçois la campagne, donc ça c'est en juillet. En octobre 2019, j'ai Google qui nous appelle. Alors, la deuxième grosse surprise, et Google lance sa campagne sur la Family Link. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que tout le monde l'a vu, pour protéger les enfants de ce qu'ils peuvent trouver sur Internet, etc. L'axe central de communication de Google, c'est encore une fois la presse quotidienne régionale. Et pareil, on organise la campagne pour Google à ce niveau-là. Et pour finir, en 2020, notre plus beau coup, c'est contre toute attente encore plus, c'est Amazon qui lance sa campagne. Plus de la moitié des produits vendus sur Amazon proviennent des PME. Et qu'est-ce qu'ils utilisent encore une fois comme canal de communication pour lancer cette campagne? La presse quotidienne régionale encore une fois. Et ils prennent en France l'ensemble des journaux et un ensemble d'air de l'ensemble des journaux en France. Ça veut dire quoi? Ça dit quelque chose d'extrêmement puissant, c'est que la nouvelle économie, les GAFA, qui aujourd'hui investissent le plus vieux média du monde, quasiment, qui est la presse quotidienne régionale. Voilà. Je n'ai pas de meilleure preuve à vous donner que ça. Pour nous, c'est un basculement qui s'opère et qui remet à sa place, à sa juste place, la PQR pour proposer des solutions intelligentes de communication aux acteurs économiques. Bien évidemment, rien ne se fait en médias uniques et bien évidemment, tous les canaux de communication sont à travailler. Donc voilà, si j'avais un petit conseil à donner, mais on le verra peut-être dans les questions après, c'est de négliger aucun canal de communication, bien évidemment. Voilà. Merci Stéphane pour ce témoignage. Ça me permet d'enchaîner, je disais, la presse en général a retrouvé des couleurs. Je ne parle pas bien évidemment des investissements publicitaires dans la presse pendant cette période difficile, mais je parle de cette presse qui a apporté, qui a tenu à bout de bras l'information. Et c'est aussi un acte citoyen que dans nos métiers, dans vos métiers, de chef d'entreprise, d'encourager la presse, quelle qu'elle soit, parce que sans publicité, il n'y a pas de presse. Voilà, hein, sans présence publicitaire. Donc, la presse vend l'audience. Ce que vous vend la presse, c'est son audience. Hein, elle délivre une audience, mais bien évidemment, pour produire du contenu, ça a un coût et c'est financé par les abonnements, certes, mais surtout par la publicité. Donc, il y a aussi une dimension un peu citoyenne. Et ça me permet d'avoir une pensée pour tous les médias régionaux qui œuvrent aussi dans le B2B. Il y a
la Tribune, la Bulletin Côte d'Azur qui est connecté, la Tribune Côte d'Azur maintenant, l'Avenir, puisqu'il y a eu un rapprochement entre les deux titres, et puis tous ceux qui nous offrent de l'information locale en proximité. On a vu pendant la crise sanitaire à quel point ils étaient importants, à quel point il était important d'avoir ce lien finalement entre nous que la presse constitue. Ça me permet d'enchaîner sur les opportunités médias à saisir. Alors, bien évidemment, la baisse de l'encombrement publicitaire, c'est une opportunité pour prendre la parole. Pourquoi? Parce que quand on communique dans un monde qui est un peu moins encombré, eh bien, il est plus facile d'émerger. Hein. S'il y a moins de messages, eh bien, on a plus de chances que notre message rencontre sa cible. Donc, c'est peut-être le moment de prendre la parole pour préparer la reprise, d'autant que nombre de médias ont joué la carte, on va dire, allez, des réductions de coûts des campagnes, hein, quelle que soit la manière dont c'est habillé, et puis c'est bien normal, hein, c'est une question, c'est une simple problématique économique d'offre et de demande. Comme en ce moment la demande est moins importante, eh bien, on peut faire des coûts médias. Il y a la radio, je le disais, qui est aussi un média de proximité extrêmement puissant, qui nous permet de créer du trafic, sur les lieux de vente, sur les sites de loisirs notamment. C'est un média qui est très proche des consommateurs et qui aussi permet un ciblage assez précis, à la fois géographiquement et puis par tranche d'âge, et puis aussi éventuellement par sexe. Il y a des radios plus féminines, des radios plus masculines. RMC Sport, par exemple, RMC tout court même, sera plus masculin, et puis Chérie FM sera plus féminine. Il y a des radios qui permettent de toucher des anglophones, il y a des radios qui permettent de toucher plus des seniors. Donc, on a un média qui est très efficace et qui permet une segmentation relativement fine. L'affichage, c'est un mass média événementiel et spectaculaire qui permet de pénétrer le cœur des villes, de pénétrer les hypercentres et aussi également d'accompagner les consommateurs dans les zones d'activité commerciale. Aujourd'hui, certains afficheurs, et pas des moindres, je pense notamment à des grands afficheurs nationaux et internationaux, proposent de doubler la durée des campagnes jusqu'à fin août pour garantir les contacts, partant du principe que comme il y a moins de monde, un peu moins de monde dehors, eh bien, le média délivre un peu moins de visibilité et donc du coup, il vous propose de rester plus longtemps. On peut acheter une campagne métro à Paris en ce moment à 25% de son prix habituel. Il y a des réductions jusqu'à 70-75%. Donc voilà, il faut regarder ces médias parce qu'il y a des coûts médias à faire. Et puis, quel que soit le média que vous aurez sélectionné, pensez à être efficace. Et ça, c'est quelque chose, c'est mon quotidien, ça, hein, auquel je me confronte au quotidien. Plus un message est complexe, moins il a de chances d'être perçu, moins il a de chances d'être compris par ses destinataires. Plus on en met, eh bien, finalement, là aussi, c'est less is more. Plus on en met, moins on est vu, et moins on en met, plus on sera percutant. Voilà, et même si on en met peu, un message, il doit porter une idée directrice, une promesse forte et différenciante. Et je vous conseille d'appliquer la règle des 5 secondes. Il faut que le message il soit compris dans les 5 secondes. Pour cela, il doit être court et explicite. Hein, et je dis souvent aussi à mes étudiants que là encore, un bon message publicitaire doit respecter les notes de l'opéra Aïda, attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir et provoquer le passage à l'action. Alors, je parlais d'opportunités médias. Il y a un média qui est un média émergent auquel on va consacrer un peu de temps, c'est le média des influenceurs. Alors, est-ce que les influenceurs, c'est un nouveau média? Flora, alors, juste avant, il y a une remarque qui était de dire un peu de langue anglaise dans nos médias régionaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bruno, pour toucher une audience CSP++ présente dans nos territoires? Ben, si vous voulez toucher que de l'anglophone, moi, je vous conseille de faire une campagne
si vous ne voulez toucher que de l'anglophone ou aussi l'anglophone, il vaut mieux élargir votre plan média à un support qui s'adresse aux anglophones. Donc, par exemple, voilà, je vois, il y a Édouard Huguier, qui est le Bob Denard de la régie publicitaire, qui poste il y a Riviera Radio. Ben oui, voilà, il y a un excellent média anglophone, c'est Riviera Radio, la communauté anglophone de la Côte d'Azur, y compris les Scandinaves et puis aussi un peu les Russes, les russophones écoutent Riviera Radio parce que l'anglais est une langue universelle. Alors, au lieu d'annoncer en anglais dans Nice Matin, ce qui pour moi est une aberration parce qu'on perd des quantités de contacts, il vaut mieux annoncer en anglais sur Riviera Radio. Merci. Alors, en effet, c'est une très bonne transition pour parler d'influence. Donc, vous en entendez forcément parler depuis plusieurs années déjà. Donc, on a parlé des influenceurs au tout début sur YouTube, puis évidemment en parallèle de ça sur les blogs. Mais plus précisément, depuis plusieurs, on va dire vraiment 2-3 ans, c'est l'explosion sur les réseaux sociaux, avec bien sûr donc tout un marketing qui s'est créé autour de cette influence, puisque c'est devenu vraiment une technique stratégique, aussi bien donc d'un point de vue publicitaire, mais que d'un point de vue juste de communication et de marketing au sens large. Donc, vous devez aujourd'hui, si en tout cas l'occasion se présente ou que vous voulez vraiment réfléchir à cette stratégie, vous trouverez forcément un influenceur à votre pied. Pourquoi je dis que vous trouverez forcément? Parce qu'aujourd'hui, il y a des tailles d'influenceurs. On peut faire appel à de gros influenceurs que nous voyons peut-être dans les magazines ou encore à la télévision. Mais on peut aussi réfléchir à faire appel à des micro-influenceurs, voire même des nano-influenceurs. Sous-entendu que ce sont peut-être des influenceurs plus locaux, avec de petites communautés, mais des communautés tellement attachées à leurs influenceurs qu'elles seront encore plus captives et attentives au message que cette personne délivrera. Donc, un nano-influenceur, par exemple, ça peut être un utilisateur sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, donc même un pro, qui aura peut-être 2000 fans ou abonnés dans sa communauté, mais ce seront 2000 fans qui quotidiennement ou chaque fois qu'il publie, eh bien, sont attentifs et interagissent avec son contenu. Donc, vraiment, cette audience a une vraie valeur, qu'elle soit petite ou grande. En tout cas, l'idée, c'est de créer à un moment donné une relation durable. Donc, il ne s'agira pas de faire un coup, juste un one-shot, comme on dit, mais vraiment de réfléchir à faire cette campagne en plusieurs temps, en collaboration avec cet influenceur. Donc, oui, influenceur coup de cœur, Bruno, j'en suis persuadée. Après, cependant, il faut peut-être faire appel à quelqu'un ou une agence spécialisée, en tout cas, qui vous accompagnera dans le choix de votre ou de vos influenceurs pour votre future campagne de visibilité. Alors, influenceur coup de cœur, c'était aussi l'idée qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, les influenceurs choisissent les produits dont ils font la promotion. Et je voulais dire par là qu'ils ont aussi beaucoup plus d'exigences quant aux produits qu'ils peuvent promouvoir. On a eu ensemble l'expérience d'un certain parc de loisirs dont je ne donnerai pas le nom, où on a eu énormément de mal, d'ailleurs on n'y est pas arrivé, à trouver des influenceurs qui soient capables de défendre cette cause, quel que soit d'ailleurs, quel que soit leur avis sur la question, parce que tous n'étaient pas profondément opposés au concept. Oui, tu as raison. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a le choix. Parce qu'il y en a qui sont devenus aussi, ce sont des professionnels de l'influence, donc ils se laissent le choix et surtout, vous incitiez tout à l'heure tous les deux, Stéphane et Bruno, sur le sens que l'on donne à sa communication et surtout aux valeurs de l'entreprise. Et les influenceurs sont des petites entreprises à elles seules, donc évidemment que ça doit couler dans leurs veines et qu'elles doivent être en accord total avec leurs valeurs directes. Voilà, alors je vois par exemple Valérie Guzman qui a une collection de prêt-à-porter qui sublime les femmes de grande taille, voilà, et qui est en quête en ce moment de l'influenceur ou de l'influenceuse ad hoc, justement. Voilà, c'est important de s'appuyer un peu sur ce que dit Flora, parce que ce n'est pas forcément quelqu'un de très grande notoriété qui pourra le mieux porter votre marque.
c'est le cas de le dire, en l'occurrence, porter votre marque, c'est quelqu'un qui sera peut-être en affinité dans la proximité à la fois avec la marque, avec le produit, peut-être aussi en affinité géographique d'ailleurs avec l'endroit où la marque existe, quoi, en tout cas le siège de la marque. Donc, 9e point, on va aller assez vite pour finir dans les temps. J'ai appelé ça service, accueil et empathie. Alors, bien évidemment, la demande de service est de plus en plus importante. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui avec l'explosion digitale que l'on a tous connue, que vous allez vous déplacer en magasin pour acheter ce que vous pouvez acheter en ligne. Voilà. Donc, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui vous… en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose de différenciant, il faut qu'il y ait un vrai plus. Alors, ce vrai plus, il va résider dans quoi? Il va résider dans le service, il va résider dans l'accueil, il va résider dans l'expérientiel. C'est par ça qu'on fera la différence par rapport au online. Et c'est juste, c'est presque anecdotique, mais c'est très symbolique. Il y a un nouveau métier qui a été créé, et en tout cas qui a émergé pendant la crise sanitaire, c'est le métier de welcomer, en tout cas la fonction de welcomer. Ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Et cette fonction, il n'a pas été créé en fait au moment de la crise sanitaire. Il a été créé avant la crise sanitaire. Il a été créé par le groupe Accor. Et vous, pour avoir été dans un Novotel, un Sofitel ou un Ibis, vous avez peut-être été reçu depuis quelque temps. Je crois que ça doit faire 12 à 18 mois que ça existe, par un welcomer, quelqu'un qui vient et qui vient à votre rencontre dans le lobby de l'hôtel, comme maintenant il vient dans votre rencontre à l'entrée du magasin, pour vous faciliter la vie. Et donc, ces welcomers qu'on a tous vus présents à l'entrée des établissements, si vous allez à la FNAC, vous allez être accueilli par un welcomer, il va vous accueillir, je le disais, il va veiller au respect des règles sanitaires, bien évidemment, vous asperger les mains de gel hydroalcoolique, vérifier le cas échéant que vous avez votre masque, vous donner un panier pour faire vos achats, vous rappeler les gestes barrières. Mais une des missions les plus importantes qu'on lui a assignées, c'est de vous orienter et de vous informer parce qu'on sait que vous êtes conscient que le virus circule, que le virus rôde et que ça va bien évidemment impacter votre parcours client à l'intérieur du magasin. Parce que vous allez limiter les déplacements, vous allez toucher le moins de produits possible. Le cas échéant, si vous avez des produits à essayer, notamment en prêt-à-porter, vous n'allez pas le faire et vous allez demander à essayer chez vous, etc. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est là pour vous faciliter la vie. Et je dis, c'est à la fois, c'est une tendance de fond et à la fois quelque chose qui a été accéléré par la crise sanitaire, parce que ce besoin de service et ce besoin d'accueil, il est de plus important en magasin, parce que sinon, on reste devant son ordinateur et on commande sa paire de baskets sur son ordinateur, et puis finalement, si ce n'est pas la bonne taille, on la renvoie. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de différenciant pour faire venir les gens jusqu'à un magasin. Il faut aider les acheteurs qui sont en ce moment en quête d'efficacité, en quête de temps et en quête d'information. Donc, tant que l'achat en ligne sera plus rassurant que l'achat en magasin, l'hygiène et la sécurité sanitaire devront être pensées et intégrées complètement au parcours client, mais pas uniquement l'hygiène et la sécurité sanitaire, je le rappelle, le service en général et l'information. Alors, pour autant, en fait, attirer un client qui aurait pu acheter depuis sa chambre en ligne, eh bien, ça va participer du créer le désir, entre guillemets, ce que je disais au début, hein, pour le faire sortir de chez lui, il va falloir créer le désir et créer le désir de se rendre dans un point de vente. Donc, il va falloir faire actionner le levier du vouloir d'achat quand le pouvoir d'achat est un peu en berne et les statistiques qu'on a évoquées tout à l'heure nous le montrent. Ce vouloir d'achat, il va passer bien évidemment par les promos, c'est le point le plus important, mais je le répète, je le martèle, par la qualité de l'accueil, par la qualité du service, par tout ce qui participe de l'attractivité, tout ce qui participe de l'expérience magasin, vraiment pour aller vivre un moment shopping
qui aille au-delà du simple acte d'achat. Et puis enfin, notre 10e point, et je conclurai là-dessus avant de laisser Flora dévoiler les 4 mots qu'elle a choisis pour résumer cette visio. Ce dernier point, je l'ai appelé mieux consommer versus consommer plus. Alors, la société, aujourd'hui, elle se pose très sérieusement la question de la surconsommation, ça c'est évident. Alors, est-ce pour autant la fin de la surconsommation? Mais écoutez, j'en sais fichtrement rien. Ce que je sais, c'est qu'on ne va pas consommer comme avant. Je pense qu'on va consommer moins et on va surtout mieux consommer. C'est ce que nous disent finalement toutes les études. Les études, je n'ai pas voulu vous mettre des statistiques en ligne, mais les 3 points forts, c'est quoi? C'est que les gens demandent, aspirent à plus de qualitatif. Donc, priorité au qualitatif. Deuxièmement, ils aspirent à une société où la consommation prenne moins de place. Et enfin, ils aspirent à une consommation plus responsable, plus écologique, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des gens et plus locale, plus dans la proximité. En fait, on fait travailler les gens en proximité. On privilégie la traçabilité des produits et on est sur ces valeurs qu'on évoquait de local et de proximité. Alors, est-ce que ces tendances qui sont issues des déclarations des gens, elles se traduisent en comportement réel? Oui, mais il faut être très méfiant parce que très souvent, le déclaratif est déconnecté des comportements réels. Le déclaratif, c'est ce à quoi on aspire et le comportement réel, c'est ce que l'on peut se permettre et notamment ce que l'on peut se permettre d'acheter. Et quand les gens disent « je préfère acheter français, je préfère acheter bio » et que massivement, les statistiques nous indiquent ces désirs d'achat, eh bien, on s'aperçoit que dans la réalité, eh bien, ça ne suit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent le frein du coût supplémentaire, du coût marginal que le consommateur n'est pas prêt de payer pour justement être en phase avec ses propres aspirations. Donc, attention, oui, les gens aspirent à ça, mais il y a quand même un certain nombre de freins. Et le premier frein, c'est souvent le prix des produits. Acheter du local, c'est parfois plus cher. Acheter du bio, c'est souvent plus cher. Et acheter français, c'est souvent plus cher qu'acheter des produits venant du sud-est asiatique. Je te laisse la conclusion, Flora. Micro, Flora. Le micro. Flora. Merci, Stéphane. Donc, ce que nous pourrons retenir en effet de cette présentation, ça sera notamment la transparence. La transparence dans les communications que vous choisirez d'avoir à partir d'aujourd'hui. La transparence pour expliquer encore une fois et que ça résonne par rapport aux valeurs de votre entreprise et puis expliquer les changements qu'il y a eu, d'être honnête, authentique. Accentuer le service, ça on l'a bien entendu, notamment avec l'anecdote qui n'en est plus une d'ailleurs de cette fonction en entreprise qui est le welcomer. C'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez donc plus attentif à ce type de service proposé en entreprise. Donc, peut-être vous aussi, essayez de voir comment vous pourriez adapter ce nouveau service ou en tout cas allonger le temps d'accueil et vraiment personnaliser le bien et essayer de faire que votre consommateur, votre client se sente bien lorsqu'il est en contact avec vous, que ce soit d'ailleurs en physique, en boutique ou alors en ligne d'ailleurs. La créativité, Bruno nous en a beaucoup parlé et c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui ce qui va vous permettre souvent de vous démarquer. Parce que quand on voit qu'on est touché, nous, en tant que personne lambda, entre 300 et 600 messages par jour publicitaires et qu'on en retiendrait peut-être que 10, en effet, nous devons d'être créatifs parce que la concurrence est rude et puis surtout, c'est une question de survie. Et enfin, le sens. Alors, on a tous, à un moment donné, pendant le confinement, on s'est tous posé la question du sens. On s'est remis en question sur beaucoup de sujets, qu'ils soient personnels ou professionnels d'ailleurs. Et donc, en effet, le sens, c'était le mot sur lequel je voulais qu'on termine avant les questions, pour que dans vos prochains axes de communication, vous, toujours en toile de fond, vous posiez cette question-là. Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ça en a pour mon auditoire?
Voilà. Parce qu'encore une fois, tout ça, c'est lié à vos valeurs et à ce que vous voulez transmettre pour continuer à ce que vos clients vous suivent et qu'on continue à parler de vous pour bien sûr en atteindre des nouveaux. Voilà. Avez-vous des questions? Merci à mes coéquipiers, à moins que Stéphane, tu veuilles dire un mot de fin. Non, ça va, c'est très bien fait par Flora. Écoutez, on est à l'écoute de vos questions s'il y en a. En tout cas, première satisfaction, on a tenu l'horaire, Élodie, donc que nous féliciter. Et comme on a encore 5 à 10 minutes, on peut éventuellement écouter vos questions. N'hésitez pas à prendre la parole en activant votre son ou alors à nous interroger via le module de conversation. Eric, peut-être tu voulais ajouter quelque chose? Non, je me permettais de juste rajouter en termes de consommation sur la notion de durabilité, parce que il me semble entendre, notamment de par les jeunes générations, que certes, ils sont très attentifs au prix qu'ils payent, mais il me semble d'autant plus sensible à la notion de produits qui pourraient leur durer plus longtemps que ceux dont ils ont eu l'habitude d'avoir. Donc, je crois que ça renvoie pas uniquement évidemment à la communication, mais ça renvoie également, j'allais dire, au marketing au sens large. Bien sûr. Que d'apporter des produits probablement plus durables et réparables. En effet, c'est important. Tu as bien raison. Oui, je pense que c'est tout ce qui est, on est sur les valeurs du reuse, de tout. En fait, ces valeurs de l'économie circulaire, quoi, qui je crois, sont là encore, c'est des phénomènes qui sont des phénomènes qui ne datent pas de la crise sanitaire, mais ce sont des tendances émergentes qui se sont accélérées et qu'on retrouvera bien évidemment dans les années à venir et dont il faudra prendre compte. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Edouard, l'appareil de Riviera Radio. Je voulais juste revenir par rapport à cette notion de welcomer que je trouve très intéressante. Et c'était aussi d'y adjoindre, je pense, cette notion d'émotion, parce que c'est vrai que la vente à distance aujourd'hui est très pratique. Alors, sauf si effectivement on doit renvoyer sa paire de chaussures si la taille ne correspond pas, parce que ça c'est quand même, après, ça peut devenir problématique. Mais c'est aussi ce que recherchent les gens, je pense, aujourd'hui et encore plus demain. C'est vraiment une forme d'émotion quand ils rentrent dans les magasins, qu'on leur raconte aussi des histoires sur ce qu'ils vont acheter, chose qu'on ne peut pas avoir en ligne. Donc, il y a aussi, je pense, un vrai travail, alors des commerces par rapport à leur production, de donner davantage, je pense, de détails et puis d'aller un peu plus loin que de la vente simple d'un appareil ou d'un service. Mais c'est d'y adjoindre, vous voyez, une forme d'émotion et de chaleur qu'on ne retrouvera jamais par une vente à distance. C'est ce qu'on appelle l'expérience client. Il faut que l'expérience client en magasin soit complètement différenciante par rapport à la vente à distance, parce que tu disais une chose sur laquelle je vais m'inscrire en faux. Si jamais la paire de baskets elle ne te va pas, tu la renvoies et tu commandes tu commandes la pointure au-dessus et tu la reçois dans les 48 heures. Donc, c'est même plus aujourd'hui un obstacle. Le côté facilitaire, c'est de se dire que il faut quand même que je renvoie les chaussures, que je prenne mon carton, que je le referme, que je remette un point brevet, ou que j'aille à la poste pour renvoyer quand même mes chaussures. Donc, il y a quand même une petite contrainte. Une contrainte, mais ce n'est plus une contrainte rédhibitoire. Ce n'est pas une contrainte rédhibitoire. Il faut absolument, pour qu'on se déplace dans un magasin, il faut absolument que ce qu'on nous propose dans le magasin soit différenciant par rapport à l'achat en ligne. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que le commerçant, quel qu'il soit, il se pose la question suivante: qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce qu'il faut que j'offre à mes clients pour qu'il ait envie de venir chez moi et non plus qu'il achète ce que je propose en ligne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors aussi, juste pour terminer,
c'est vrai que les deux vont aussi de même parce que tu as aussi l'expérience inverse. Aux États-Unis, une chaîne de vêtements qui est partie que de la vente en ligne à distance. On est venu après à terme à créer des points de vente dans les grandes villes américaines, dans les grandes artères, mais juste avec un personal shopper où le principe, c'est que tu peux réserver à distance le magasin pour toi. Tous les exemplaires du magasin sont à l'unité pour tester ta taille justement et autres. Et après, tu as ta commande qui se fait par la suite. Ça veut dire qu'il y a aussi cette notion où je pense à la fois la vente en ligne et la vente réelle, tu vois, peuvent se rejoindre et aussi, tu vois, avoir en tout cas une forme que ça soit en tout cas réuni et que l'un serve à l'autre. Oui, oui, et Amazon aussi, qui aux États-Unis revient d'ailleurs, vient en l'occurrence, puisqu'ils ne reviennent pas, ils viennent dans le cœur des villes. Et on a aussi un certain nombre d'enseignes qu'on n'a trouvé qu'en périphérie, qui viennent aujourd'hui dans le cœur des villes. Decathlon, Leroy Merlin. Qui est sur ce concept-là. Il y a beaucoup d'enseignes qui reviennent au cœur des villes. Oui. Mais donc, là, en effet, il y a un service qu'on n'a pas ailleurs, quoi. Voilà. Oui. Donc, on aurait pu rajouter, comme le disait Édouard, émotion et expérience client pour compléter ce qu'a dit donc Bruno.